Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Salut. Ouais, un sujet qui nous concerne littéralement à chaque seconde, la mécanique de notre propre corps. C'est ça, on a sous les yeux une infographie, une cartographie vraiment détaillée qui modélise ce qu'on pourrait appeler la super autoroute de notre corps, donc les systèmes nerveux et musculaires. Une vraie carte routière de notre biologie en fait. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre comment une idée, une simple pensée immatérielle ou même une sensation physique se transforme en un mouvement concret. Comment on lève un bras, comment on maintient notre posture, et on va rendre toute cette ingénierie accessible sans noyer tout le monde sous un jargon médical. C'est le défi, ouais. Ce document est génial parce qu'il nous permet de faire le lien direct entre le niveau microscopique, donc nos cellules, et le niveau macroscopique, nos actions de tous les jours. C'est pas juste de l'anatomie basique, c'est vraiment l'étude d'un réseau de communication ultra optimisé. Du coup, on va commencer par le sommet de cette architecture. On part du cortex cérébral. La salle de contrôle. C'est ça, le grand centre de commandement. Ce qui saute aux yeux sur la modélisation, c'est qu'il y a une division très stricte dans l'organisation de ce cortex. On a d'un côté l'aire de sensibilité générale, qu'on appelle le centre nerveux sensitif, et de l'autre côté, bien séparé, l'aire motrice, le centre nerveux moteur. Ouais, la géographie du cerveau est très compartimentée à ce niveau-là. On pourrait comparer ça à un énorme processeur informatique, tu sais, un processeur à double cœur, où le traitement des données qui entrent et la création des commandes qui sortent sont physiquement distincts. L'analogie est super juste. Cette séparation, elle est vitale en fait. Ça garantit qu'il n'y a pas d'interférence entre ce qu'on perçoit du monde et la façon dont on agit dessus. Si on suit le premier grand trajet illustré, celui de la sensibilité consciente, la mécanique est vraiment fluide. Ouais, le trajet entrant. Voilà. Imagine qu'un stimulus touche la peau. Un changement de température, une pression. Ça active un récepteur sensitif. Et à cet instant précis, la magie opère. La stimulation mécanique ou thermique est convertie en un signal électrique. Ce fameux signal, c'est l'influx nerveux sensitif. Le document utilise l'abréviation INS. Exactement, l'INS et ce signal électrique entame son voyage. Il remonte par les nerfs périphériques, il rejoint la moelle épinière, il traverse une zone de relais stratégique très importante qui est le bulbe rachidien, pour finalement arriver au fameux cortex sensitif dont on parlait. Et c'est seulement quand le signal arrive tout en haut que la conscience de la sensation existe, c'est ça ? Tout à fait. Avant que ça n'atteigne le cortex, c'est juste de l'électricité dans des câbles. La sensation devient consciente à la fin du trajet ascendant. C'est fou quand on y pense. Et la symétrie de ce système est encore plus évidente quand on regarde le trajet numéro 2 sur notre infographie, la motricité volontaire. Le chemin inverse, du coup. C'est ça. Une fois que le cortex sensitif a traité l'information et qu'une décision consciente de bouger est prise, c'est l'aire motrice qui prend le relais. Elle génère son propre signal électrique, l'influx nerveux moteur, ou INM, et ce signal fait exactement le chemin inverse. Il redescend la hiérarchie. Ouais, il quitte le cerveau, il passe par le bulbe rachidien et il s'engage sur la même super autoroute qu'est la moelle épinière. Et c'est là que je trouve ça remarquable. Ces voies descendantes qui gèrent le mouvement et les voies ascendantes qui gèrent la sensation, elles cohabitent dans le même espace anatomique de la moelle épinière. Mais sans jamais se mélanger. Jamais. Elles sont parallèles jusqu'à ce que le signal moteur atteigne le muscle cible pour déclencher le mouvement. La moelle épinière, il faut vraiment la voir comme un câble à fibre optique géant. Elle gère des flux massifs dans les deux sens, en simultané. Cette isolation parfaite des voies, c'est ce qui permet par exemple de ressentir la douceur d'un fruit dans la main, le trajet sensitif, tout en ajustant très finement la force des doigts pour pas l'écraser, le trajet moteur. C'est une boucle d'une précision redoutable. Ouais, mais il y a un mais. Bien que cette grande boucle qui passe par le cerveau soit parfaite pour l'analyse consciente et la précision, elle a un défaut. Elle prend du temps. Du temps à l'échelle biologique, on s'entend. Bien sûr, on parle de dizaines de millisecondes. Mais dans la nature, c'est quelques millisecondes de traitement cognitif. C'est la différence entre retirer sa main à temps et subir une brûlure au 3e degré. Et c'est pour ça que la machine a prévu un plan B, un mécanisme d'urgence. Exactement. Le corps humain intègre un court-circuit de survie. C'est notre 3e grande partie sur le document, l'exception qui confirme la règle de la grande autoroute, le fameux réflexe médulaire. Ah, le réflexe médulaire. C'est vraiment l'optimisation poussée à son paroxysme. Grave. Si on regarde le schéma de ce circuit, le début est identique. Il y a un stimulus, disons une douleur intense, qui déclenche un influx nerveux sensitif au niveau du récepteur. Le signal part à toute vitesse vers la moelle épinière. Mais là, attention, changement de scénario. Voilà,
Au lieu de continuer sagement de monter vers le bulbe rachidien et le cerveau, la trajectoire est déviée. Le signal s'arrête net au niveau médulaire. Il ne prend pas l'ascenseur vers le cortex. C'est incroyable parce qu'au sein même de la moelle épinière, sans aucune intervention consciente, une traduction instantanée se fait. L'influx nerveux sensitif qui vient d'entrer est instantanément converti en influx nerveux moteur. C'est un rebond en quelque sorte. Un rebond parfait. La commande repart aussitôt dans l'autre sens, par le nerf rachidien, directement vers le muscle. Le muscle se contracte, on retire notre main de la plaque chauffante, et tout ça s'est fait sans qu'on y ait pensé une seule seconde. Le mouvement est totalement involontaire. Ce qui est fascinant ici, c'est que la moelle épinière agit vraiment comme un centre de décision autonome. Elle court-circuite le patron. C'est ça. Le pourquoi de ce mécanisme, c'est la survie pure et dure. C'est une intelligence décentralisée. Face à un danger, le corps sacrifie la nuance et l'analyse du cerveau pour gagner en vitesse pure. C'est une conception brillante. On délègue les tâches d'urgence aux structures les plus proches du danger. Bon, maintenant qu'on a bien tracé les grandes voies, les autoroutes et les routes secondaires, il faut qu'on zoome un peu. Ouais, on va changer d'échelle. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de câbles, de signaux qui filent, comme si c'était des fils de cuivre continus. Ce qui n'est pas du tout le cas dans notre biologie. Non. Notre système, il est fait de briques, d'unités cellulaires séparées. L'infographie nous montre bien les deux acteurs principaux au niveau microscopique. D'un côté, on a la star du système nerveux, le neurone, la fellule nerveuse. Et de l'autre, on a le système musculaire, avec son unité de base, la fibre musculaire. Et le défi, c'est de faire discuter ces deux cellules. Exactement. Le point de contact entre ce neurone et cette fibre musculaire, c'est ce qu'on appelle la plaque motrice. Ou la synapse neuromusculaire. Et le terme point de contact est presque trompeur. Complètement trompeur. Quand on regarde le dessin de très près, on s'aperçoit qu'il ne se touche même pas. Il y a un espace, un vide microscopique entre la fin du neurone et la surface du muscle. La fente synaptique. Et ça, c'est un problème technique majeur pour le corps. Jusqu'ici, notre influx nerveux, c'était de l'électricité, un potentiel d'action qui file le long du neurone. Mais l'électricité, ça peut pas sauter par-dessus ce vide comme ça, sans fil. Alors comment le signal fait-il le grand saut? C'est là que la chimie entre en scène. La nature a créé un convertisseur. Quand le signal électrique arrive tout au bout du neurone, ça provoque l'ouverture de toutes petites poches, des vésicules. On les voit très bien dessiner, ces vésicules qui libèrent des petites billes dans le vide. Ces petites billes, ce sont des substances chimiques, des neurotransmetteurs. À ce moment précis, le signal électrique meurt et il naît un signal chimique. Ces substances voyagent dans le vide de la synapse et elles viennent s'accrocher à des récepteurs de l'autre côté, sur la fibre musculaire. Donc le relais est passé. C'est vertigineux de se dire que la frontière absolue entre une pensée immatérielle et une action physique brutale, c'est juste une petite pluie de produits chimiques au-dessus d'un gouffre microscopique. C'est de la poésie biologique. Et une fois que la fibre musculaire a reçu cette fameuse pluie chimique, elle doit bosser, elle doit se contracter. C'est là qu'on entre dans l'usine du muscle. L'infographie détaille d'ailleurs les 3 grandes caractéristiques de notre muscle squelettique. C'est important de les poser. D'abord, il y a l'excitabilité. C'est justement sa capacité à capter ces substances chimiques dont on vient de parler. S'il n'est pas excitable, il est sourd aux ordres. Deuxièmement, la contractilité. Le muscle est capable de se raccourcir, de tirer sur les os pour créer le mouvement. Et troisièmement, une notion très importante sur laquelle on va revenir, son élasticité. Ouais, il peut revenir à sa taille normale. Mais le document précise bien une chose cruciale. Il dit que cette élasticité est limitée. En toutes lettres. Et on verra que cette limite a des conséquences lourdes. Mais pour faire tout ça, pour s'exciter, se contracter, s'étirer, le muscle a besoin d'un carburant massif. Une énergie de dingue. Il n'y a pas de secret, il faut bien alimenter la machine. Et l'équation de l'énergie présentée dans l'analyse est super claire. Le sang arrive dans le muscle, c'est notre réseau logistique. Il apporte 2 choses fondamentales. Le glucose, qui est notre sucre, le carburant de base. Et l'oxygène, c'est écrit précisément 6 molécules de dioxygène, 6 O2, plus le glucose. Et à l'intérieur de la cellule musculaire, ça crée une véritable réaction d'oxydation, une combustion. Une petite explosion contrôlée. C'est ça. Et le résultat de cette réaction, c'est la création d'énergie avec un grand E. Mais il y a aussi des sous-produits. On produit 6 molécules d'eau, 6 H2O, et 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 CO2. Des déchets qu'il va falloir évacuer. Voilà, le sang repart chargé de cette eau et de ce CO2 pour nettoyer le muscle. Et il y a un détail fascinant sur l'énergie produite. Ouais, elle n'est pas utilisée à 100% pour le mouvement. Pas du tout. L'énergie se divise en 2. Une partie sert effectivement à la contraction musculaire, à l'action mécanique, mais une énorme partie est dégagée sous forme de chaleur. C'est le rendement thermodynamique du corps. Et ça explique tellement de choses de notre quotidien.
Quand on fait un effort physique intense, qu'est-ce qui se passe? On a très chaud. Voilà. On produit de la chaleur parce que l'équation chimique s'emballe. On respire beaucoup plus fort et plus vite. Pourquoi? Parce qu'on doit faire entrer massivement ce fameux O2 et expulser tout ce CO2 produit par les cellules. Et on transpire pour évacuer la chaleur et l'eau excédentaire. Tout s'explique par cette petite ligne d'équation sur le document. C'est une mécanique parfaite, mais, parce qu'il y a un grand mais dans cette dernière section, La mécanique parfaite est aussi très fragile. exactement. Le document consacre toute une partie aux fragilités et aux dangers qui guettent ces systèmes. Si on regarde d'abord le système musculaire, les menaces listées sont très physiques, très mécaniques. On parle d'élongation musculaire, de claquage, de déchirure musculaire. Et c'est là qu'on repense à ce petit mot-clé de tout à l'heure. L'élasticité? Limitée? Ouais. Ces blessures, c'est pas de la maladie, c'est de la physique pure. Si on demande aux muscles un effort trop violent, sans échauffement, ou qu'on les tire au-delà de sa fameuse limite élastique, les fibres lâchent. La structure mécanique se déchire. La déchirure, c'est le câble qui pète, tout simplement. Il y a un autre danger musculaire listé, c'est le dopage. Là, on vient artificiellement doper l'équation chimique, forcer l'usine à produire plus, au risque de la faire exploser de l'intérieur à long terme. Mais les vulnérabilités ne s'arrêtent pas aux muscles. Les menaces qui pèsent sur le système nerveux sont encore plus insidieuses, je trouve. Ouais, parce qu'elle touche à la communication même du système. Le schéma liste les drogues, l'alcool et, de façon générale, l'addiction. Si on se rappelle de notre plaque motrice, ce petit gouffre microscopique où le signal électrique devient chimique, C'est la cible principale. c'est là que le piratage se passe. Ces substances, les drogues ou l'alcool, ne viennent pas couper le nerf avec des ciseaux, elles viennent polluer la fente synaptique. Un piratage biochimique en règle. Les molécules psychotropes imitent ou bloquent nos propres neurotransmetteurs. Du coup, l'influx nerveux qui était parfait devient complètement brouillé. Le muscle reçoit de mauvaises commandes ou avec du retard, d'où la perte de coordination motrice quand on a bu de l'alcool, par exemple. Et l'information sensorielle qui remonte au cortex est faussée aussi, on ressent les choses différemment. Le pire, c'est l'addiction. Le cerveau est tellement malléable qu'il finit par modifier sa propre structure pour s'adapter à ces substances chimiques toxiques. Il en devient dépendant pour fonctionner. C'est la mécanique de l'addiction. Et il y a un dernier danger pour le système nerveux, listé ici, qui m'a pas mal interpellé au début. Lequel? Le bruit. Ah oui, c'est vrai, c'est mis sur le même plan que la drogue. Au début, ça semble étonnant. Mais repensons au trajet de la sensibilité consciente. Chaque son est un stimulus qui crée un influx nerveux sensitif qui fonce vers le cortex cérébral. Donc être exposé à un bruit fort et constant, c'est pas juste désagréable. C'est un bombardement neuronal. Le cortex est saturé d'informations à traiter en urgence. Ça épuise les réserves énergétiques des neurones, ça crée un stress physiologique intense, le système n'arrive plus à trier les données pertinentes. C'est une surcharge de la bande passante, purement et simplement. Ce qui amène de la fatigue, des troubles de la concentration, du stress. C'est fou de voir ça illustré noir sur blanc. Ça montre bien la fragilité globale de notre grande autoroute. Ça force le respect pour notre propre corps, en fait. Totalement. C'est le moment de faire un petit récapitulatif du voyage qu'on vient de faire. On est parti de cette étincelle d'intention dans notre cortex cérébral. On a vu le signal dévaler l'autoroute ultra sécurisée de la moelle épinière. On a exploré le court-circuit salvateur du réflexe. Ouais, et puis ce saut quantique, enfin ce bond chimique au-dessus de la synapse pour aller réveiller la fibre musculaire. Une fibre qui va faire exploser son glucose et son oxygène pour nous permettre, au final, de simplement lever le bras ou faire un pas. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre vulnérable aux produits chimiques et à nos propres excès. Avant de se quitter, je sais que tu as une dernière réflexion à nous proposer en regardant cette infographie, quelque chose qui va un peu au-delà du schéma clinique. Ouais. En fait, l'association de ces deux notions, le bruit comme danger nerveux et l'élasticité limitée de nos muscles, m'a fait penser à notre mode de vie actuel. Comment ça ? Quand on y pense, on vit dans un monde moderne ultra bruyant, au sens propre comme au figuré. On est saturé de notifications, de lumière, d'écrans. Ce sont des millions de stimuli constants qui bombardent nos récepteurs sensitifs chaque jour. Une hyperstimulation permanente de notre bande passante. Exactement. Et en parallèle, on exige toujours plus de performance de nos corps. Plus de sport, plus de travail, moins de sommeil. Et je me demande si, sans même s'en rendre compte, on n'est pas en train de surcharger chroniquement notre réseau nerveux, tout en tirant vengereusement sur cette fameuse élasticité limitée de notre biologie. On pousse les moteurs dans le rouge sans écouter les alarmes. Voilà, notre équipement de base n'a pas évolué depuis des dizaines de milliers d'années, mais on le fait rouler sur une autoroute d'information et de stress totalement inédite.
C'est une question ouverte, mais ça mérite d'y réfléchir la prochaine fois qu'on se sent épuisé. C'est une excellente piste de réflexion pour clôturer notre session. Protéger son attention et respecter ses limites physiques, c'est pas juste un conseil bien-être, c'est une nécessité biomécanique. J'espère que cette plongée dans nos rouages internes changera la façon dont on perçoit chaque mouvement de notre quotidien. Merci pour ton expertise. Avec grand plaisir, c'était passionnant. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de données. Salut à tous!